qu'est-ce qui se passe? Renseignez-vous. Demandez à ces gens. C'est un général. Il demande ce qui se passe. C'est un général qui demande ce qui se passe. Je devrais aujourd'hui ne pas être en train de répondre à vos questions, mais je devrais être en train de tourner un film. Quand j'étais provincial, à Tours, j'allais beaucoup au cinéma. Mon père était très cinéphile, il n'a rien à voir avec le cinéma, très cinéphile, donc il m'a communiqué cette passion-là. Et moi, j'ai toujours eu envie, j'ai toujours eu le désir d'inventer des histoires, de raconter des histoires. Alors ça aurait pu être par la littérature, mais le cinéma, ça s'est imposé tout doucement et d'une manière tangible, parce que le cinéma, ça évite de choisir entre la littérature, la peinture, la musique, puisque c'est tout ça à la fois. Alors, avant Les Bronzés, vous avez tourné un film, les WC étaient fermés de l'intérieur, avec Coluche et Jean Rochefort. Comment avez-vous fait pour les convaincre de tourner dans votre premier film? Pour faire ce premier film, j'allais beaucoup au café-théâtre. J'étais devenu assez copain avec Coluche, qui n'était pas encore la très grande vedette qu'il est devenu ensuite. Et Coluche avait beaucoup aimé le scénario qu'on avait écrit avec Gottlieb, qui était quelqu'un de la bande dessinée. Il m'avait dit, Patrice, si un jour tu arrives à produire ce film, moi je suis là. Des répliques inédites. Bon sang, mais c'est bien sûr. Mais j'arrivais à rien, évidemment. Et parce que Coluche n'était pas assez connu. Et puis Coluche est devenu une très grosse vedette grâce à Paul Lederman, il a fait l'Olympia, tout ça. Et aussitôt, évidemment, des tas de producteurs ou de réalisateurs sont venus vers lui pour lui dire voilà. Et il a dit non, il y a un type qui est venu me trouver quand j'étais pas connu, c'est Patrice Lecomte. Donc je ferai d'abord son film et puis après on verra. Donc il a tenu parole, ça a été merveilleux et j'ai pu, après avoir ramé pas mal tant qu'il n'était pas connu, j'ai pu en l'espace d'une semaine signer un contrat avec Gaumont pour faire ce film. Parce que Gaumont cherchait à faire un film avec Coluche. Et moi je suis arrivé chez Alain Poiret, le directeur de la Gaumont, et je lui ai dit je sais, cher Alain Poiret, que vous voulez faire un film avec Coluche. Eh bien le film que Coluche va faire d'abord, c'est le mien. Gaumont Distribution est fier de vous présenter la plus formidable enquête policière de tous les temps. Les WC étaient fermés de l'intérieur. Quand j'ai fait Les Bronzés, quand on a fait Les Bronzés font du ski, il y avait un côté film collectif qui me plaisait beaucoup, c'est pas la question. Mais on était tous ensemble à faire, enfin c'est moi qui faisais le film, mais on était cette bande-là, les 6 du Splendide plus moi qui faisait le 7e. Et donc il y avait un côté un peu collectif et je sentais bien, et on s'en parlait avec Michel Blanc, je sentais bien que Michel était le plus individualiste du groupe et qu'il avait envie non pas de s'évader mais il avait envie de faire des trucs plus personnels, plus à lui, et il m'en parlait beaucoup sur les tournages des Bronzés. Il me disait tu veux pas qu'on aille faire des films tous les deux tout seuls, et je lui disais oui super, et c'est comme ça que vient chez moi J'habite une copine aînée, puis les films qui ont suivi, mais j'étais non pas heureux de quitter le Splendide. De toute façon, on s'est pas quitté, on s'est retrouvés, j'ai fait des films avec eux tous, on a fait des Bronzés 3, enfin bon. Mais de prendre un peu la tangente avec Michel Blanc, ça m'a plu beaucoup, parce il n'y avait plus que nous deux à inventer des trucs, c'était bien. Je ne suis pas lion, ni amical, et ça ne plaît guère. Alors un autre film culte dans votre carrière, c'est Le mari de la coiffeuse. En est-il de même pour vous? Le mari de la coiffeuse est un film très bizarre parce que j'avais cette idée qui me trottait en tête et je trouvais cette idée pas très raisonnable parce que c'est quand même juste l'idée d'un homme qui aime bien avoir les cheveux courts et qui pense que les coiffeuses sont des femmes idéales et qui épouse une coiffeuse et il est heureux. Bon, et quoi d'autre? Ben non, rien d'autre. En fait, oui, pas grand-chose d'autre. Mais j'ai quand même eu
le culot d'aller jusqu'au bout de ce projet, même si je me disais, jour après jour sur le tournage, je me disais, mais ça va intéresser qui 12 personnes, ma famille comprise. Je pensais vraiment faire, non pas faire une bêtise, mais je pensais vraiment faire un film qui n'intéresserait personne, quoi. Un film tellement intimiste, tellement personnel, tellement fragile aussi, et puis en fait ça a été le contraire. Et le film, je crois que c'est de tous mes films, un de ceux qui a eu je vais me la péter 2 secondes, c'est le film qui a eu la carrière internationale la plus formidable. Il est resté 1 an à l'affiche à Madrid. J'ai accompagné des films au Japon où les gens me disaient « c'est vous qui avez fait ça, c'est merveilleux ». Enfin bon, il y a eu des vibrations sentimentales autour de ce film qui étaient très fortes, quoi. Mais je ne me rendais pas compte. De toute façon, je ne me rends jamais compte de ce que je fais, moi, sans blague. Le fait de cadrer moi-même les films, je ne dis pas à m'occuper de la lumière, ça je décide la lumière avec le chef opérateur, mais le fait de cadrer, donc comme on dit, de tenir la caméra, de filmer moi-même les acteurs, c'est quelque chose dont j'avais furieusement envie avant, et je n'osais pas. Et puis sur Tandem, je me suis dit, ben, là, allez, je saute le pas, c'est moi qui cadre. Et j'ai plus jamais lâché ça, mais c'est vrai que le fait de cadrer soi-même, ça a changé beaucoup de choses dans mon rapport aux comédiens. Parce qu'il y a quelque chose d'un seul coup de plus intime, de plus immédiat. Les comédiens, ils savent que le type qui est derrière la caméra, c'est le mec qui est en train de faire le film. Donc il y a une intimité, une complicité assez troublante parfois, mais très formidable. Et curieusement, c'est très rare, quoi, hein, les réalisateurs en France, enfin dans les autres pays, je crois que c'est pareil. Je crois qu'en France, on doit être 4 ou 5 à cadrer nous-mêmes nos films, et moi je me dis, mais pourquoi ils font pas pareil les autres Enfin, chacun vit sa vie. Hein. On devrait créer des brigades esthétiques et interdire le port du survêtement en dehors de l'enceinte des stades. Ah, vous faites du mal, Michel. Ils vont se multiplier. Faut leur enlever la garde de leurs enfants. Bien mieux, on va les stériliser. Oui, oui. J'adore faire des choses que je ne suis pas sûr de savoir faire. Et j'ai une peur viscérale. Je ne veux pas m'ennuyer. Parce que je me dis que si je m'ennuie, les spectateurs vont s'ennuyer au moins autant. Et donc j'aime bien faire des choses différentes pour rester en éveil, pour ne pas m'ennuyer, pour avoir la trouille de mener à bien un truc et surtout pour éviter de ronronner. C'est-à-dire que si on commence à ronronner, on est foutu. Enfin, les chats, ils font ça très bien, ils sont pas foutus, mais moi, je suis pas un chat. Sans Marianne Faithfull, pour La fille sur le pont, non, le film aurait été le même, j'aurais trouvé quelqu'un d'autre, mais c'est vrai que j'aimais passionnément cette chanson-là, qui n'était pas composée pour La fille sur le pont, mais qui était composée pour un film de Jean-Pierre Jeunet et Caro, qui était La cité des enfants perdus. Et quand j'ai vu La cité des enfants perdus, arrive le générique de fin, et à ce moment-là retentit cette chanson. Et je trouve cette chanson tellement formidable, tellement bouleversante que je me précipite à la Fnac, j'achète le CD, je l'écoute 150 fois chez moi et j'appelle Jean-Pierre Jeunet, qui est un ami, et je lui dis, écoute, voilà, cette chanson, est-ce qu'on peut la racheter pour le... Et il m'a dit, mais bien sûr, voilà, donc ça s'est arrangé et j'ai récupéré cette chanson. Alors, est-ce que le film sans Marianne Faithfull aurait été différent bah oui, forcément. Est-ce qu'il aurait été moins bien? J'en sais rien. De toute façon, on ne saura jamais. Alors maintenant nous allons passer à L'homme du train avec Johnny Hallyday. Donc vous êtes l'un des seuls réalisateurs qui a réellement su, comment dire, diriger Johnny Hallyday en tant qu'acteur. Alors quel est votre secret? Comment avez-vous senti de pouvoir tourner avec Johnny Hallyday? Alors, de moi-même, je me serais jamais réveillé un matin en me tapant le front en me disant je vais faire un film avec Johnny Hallyday. On ne se connaissait pas dans la vie, enfin je savais qui c'était bien sûr. Mais et c'est lui qui, au cours d'une cérémonie des Césars, est venu vers moi et m'a dit qu'il adorerait qu'on fasse un film. Il a eu cette formule assez unique, rare. Il m'a dit un jour j'aimerais être filmé par toi.
Donc c'est resté dans un coin de mon crâne, et puis un beau jour, à force d'y réfléchir, et de trouver cette idée formidable, se retrouver sur un plateau pendant 2 mois avec Johnny Hallyday, ça me plaisait beaucoup, parce que je sentais qu'au-delà du chanteur que j'apprécie, c'est pas la question, mais au-delà du chanteur incroyable qu'il était, il y avait cette grande carcasse cabossée, avec un vécu formidable, une voix. Je sentais à quel point c'était un acteur riche, rare, et j'ai pas été déçu par ça, bien sûr. Mais on me dit souvent que c'est dans L'Homme du Train que Johnny, en tant qu'acteur, a fait la prestation la plus captivante. C'est pas à moi d'en juger, mais je suis d'accord. Moi, je dirais que oui, avec le film qu'il a fait avec Robert Hossein, un film très méconnu. Point de chute. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, j'avais oublié. Oui, c'est aussi très bon, mais très méconnu. Et pour finir avec Johnny Hallyday, est-ce qu'il y avait d'autres projets qui auraient pu se faire ou pas? Alors, sincèrement, il y a des choses que l'on fait et dont on sait qu'on ne le refera pas 2 fois. Et on ne sait pas pourquoi. Par exemple, ça n'a rien à voir, mais ça a à voir. Quand j'ai fait La fille sur le pont en noir et blanc, je savais que je ferais ce film en noir et blanc, mais qu'il n'y en aurait pas d'autre. Comme s'il fallait garder le noir et blanc pour ce film-là. Et avec Johnny Hallyday, j'ai eu un plaisir fou, avec Johnny Hallyday et Jean Rochefort, de les mettre ensemble dans un film. J'ai eu un plaisir fou, vraiment. Et je suis allé jusqu'au bout de ce plaisir-là. Mais de me dire, tiens, je referais bien un jour un film avec Johnny, ça ne m'est pas venu. J'avais l'impression que c'était un... Comment vous dites en français, un one-shot. J'avais le sentiment que c'était ce film-là et pas un autre, et qu'il n'y en aurait pas d'autre derrière. Je savais qu'il n'y en aurait pas d'autre derrière, mais je ne saurais pas vous dire pourquoi ni comment, mais je savais qu'il n'y en aurait pas d'autre. Alors autant j'ai pu faire un certain nombre de films avec Michel Blanc, par exemple, ou avec Jean Rochefort aussi, ou avec d'autres acteurs, mais c'était à chaque fois pour les emmener sur des terrains différents, nouveaux, pour toujours pareil, ne pas ronronner. Mais avec Johnny, je n'ai jamais pensé faire un autre film avec lui, jamais. Alors, vous aviez dit aussi que vous aviez beaucoup appris en regardant Le Parrain de Francis Ford Coppola, et plus particulièrement le chant et le contre-chant. C'est-à-dire que le cinéma s'apprend en allant voir les films des autres, en analysant les films des autres, en comprenant pourquoi ce film ne nous plaît pas, pourquoi ce film est tourné n'importe comment, pourquoi celui-là vous bouleverse, pourquoi ça c'est tourné par un type qui ne s'est pas trompé de métier, enfin toutes ces choses, quoi. Il y a des leçons à prendre partout. Et effectivement, je me souviendrai toujours que le truc le plus enquiquinant à mettre en scène, c'est 2 personnes de part et d'autre d'un bureau ou dans un restaurant. Alors il y a le chant, il y a le contre-chant, avec amorce, pas d'amorce. Et alors quand par hasard, quand le scénario impose que l'un des 2 est debout et l'autre assis, alors moi je devenais fou, j'en filmais un par en dessous, l'autre par en dessus. Et j'ai vu que dans Le Parrain, Marlon Brando, c'était filmé au niveau et il regarde en haut, et c'est filmé à niveau, il regarde en bas. Enfin bon, donc je me suis dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, et c'est comme ça que je fais maintenant. Alors, dernière question, peut-être la plus importante. Avez-vous encore un projet pour un nouveau film bientôt? Alors, je devrais aujourd'hui ne pas être en train de répondre à vos questions, mais je devrais être en train de tourner un film. Et là, ce projet est tombé à l'eau. Enfin, je devrais être en train de préparer pour tourner en avril-mai. Le projet est tombé à l'eau pour des questions de financement. Pourtant, ce n'était pas un budget de dingo, mais bon. Et en fait, j'ai Maigret, qui est à ce jour mon dernier film, c'est mon 30e film, et il y en a 30 que je n'ai pas fait. Il y a autant de films qui tombent à l'eau que de films qui finissent sur un écran. Donc celui-là que je devrais tourner le mois prochain, je le ferai pas. Mais donc je réfléchis à autre chose. Mais je peux pas vous dire quoi, parce que je sais pas trop. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Un plaisir. Bon, merci les gars. Merci beaucoup.